Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment ça va cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Bienvenue à votre cours, votre podcast FI 3900. J'espère que ça se passe bien, votre début de session, votre rentrée. J'ai vu ça. Les activités d'intégration ont eu un gros succès encore cette année, là. J'ai vu ça sur le campus. C'est beau à voir. Je l'avais quasiment oublié à quel point c'était le fun. Là, je suis en train de le redécouvrir. Tiens, je vous confie ça. Je suis en train de le redécouvrir à travers les yeux de mon deuxième garçon. Donc, j'ai trois garçons. J'en ai un qui a terminé son bac. Il y en a un autre qui l'entame. Puis cette semaine, il passait à travers sa rentrée, comme vous, mais pour lui, c'était la première fois rentrer à l'université. Donc, je suis en train de redécouvrir mon université, mais à travers les yeux de quelqu'un qui commence. Donc, c'est intéressant de voir ça. Je vois ses attentes élevées, évidemment, comme les vôtres. Puis tranquillement, je risque de voir aussi un peu de déception. Là. Je le vois, je l'entends aussi chez certains de mes étudiants et étudiantes. C'est sûr que c'est pas idéalement. On s'imagine un cours, ça devrait être un cours universitaire, ça devrait être l'expérience universitaire l'expérience intellectuelle, humaine, pédagogique d'une vie. C'est pas toujours le cas, j'en conviens, mais voilà, ça fait partie de la réalité. Parfois, le choc entre les idéaux et la réalité. J'espère que ça se passe bien pour vous quand même, votre progression dans votre bac. Avant d'entamer le contenu d'aujourd'hui, merci pour vos présentations sur les forums. J'ai pas eu le temps de répondre à toutes les présentations. En fait, je répondrai pas à toutes les présentations, mais je vais essayer de répondre au moins aux 50 premières contributions, présentations. Là, ce sera votre cadeau. La première fois où un prof vous écrit un courriel personnel pendant votre bac universitaire. J'espère que c'est pas le cas, là, mais ça se pourrait aussi. Une petite récompense parce que vous avez écouté l'épisode du podcast précédent, parce que vous vous êtes présenté sur les forums, puis vous savez que je donne des badges pour tout ça. Donc, merci pour vos présentations. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'était vous remercier pour vous féliciter pour vos premières contributions sur le forum concernant l'histoire de Karen Duhamel. C'est intéressant de vous lire. Là aussi, je commente pas tout, mais je vous lis. Puis, il y a beaucoup là-dedans. Là, hein. Donc, pour plusieurs, c'était une première réflexion. Certains se disaient touchés, évidemment, un peu inquiets, troublés par cette vidéo, fâchés. D'autres me disaient, c'est tellement fâchant de voir ça. Mais je vous rappelle que ça faisait partie un peu de mon intention pédagogique, vous faire sentir le malaise, évidemment, une forme d'inconfort, vous faire ressentir vos manques, manque d'outils, manque de ressources, afin que vous puissiez être ouvert, je dirais, à acquérir tout ça, là, de nouveaux outils, de nouvelles connaissances à travers ce cours. Donc, ce petit sentiment d'anxiété là, que vous avez ressenti, puis je m'en excuse au dernier cours, c'est pour stimuler cette posture d'ouverture là, qui sera nécessaire pour sauter dans le contenu du cours. Dernier point, j'aimerais remercier Vassil Dani Tatar, là, qui vient de faire un saut parce que je viens de le mentionner, mais qui a partagé une photo de lui en train d'écouter le podcast. Ben oui, donc je voulais le remercier. On le voit, vous allez le voir, la photo, c'est sur Lena, là. On le voit, les doigts de pied en éventail. Il nous écoute du chalet. Donc, je ne sais pas s'il va le réécouter du chalet cette semaine. C'est sûr que la température sera moins chaude. Mais tiens, je le salue puis je le remercie de son écoute. Ça sert à ça, le podcast. En tout cas, cette partie de cours vous permettre d'écouter une partie de cours d'où vous le souhaitez, que ce soit, oui, au chalet ou en marchant, je le disais, dans le bain, dans le bus, en attendant votre ami à la cafétéria qui est encore en retard.
Donc, c'est à vous de trouver ces moments pour vous, là, pour écouter, pour passer à travers cette partie du contenu de cours qui essentiellement, je le rappelle, résume quelques notions du cours, puis met la table pour le module qui s'en vient pour vous. OK, on se lance module 2 cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend dans ce module? Vous allez voir que ce sont des notions de base. Mon premier module, en fait, ce module 2 pour vous, je voulais vous initier à un vocabulaire de base, vous donner un langage pour qu'on puisse se comprendre. N'importe quel cours, que ce soit en biologie, médecine, physique, informatique, il y a toujours un vocabulaire, hein, des fois une science, là. Vous êtes à peu près à 100 mots de vocabulaire de comprendre assez n'importe quelle science. C'est la même chose en éthique, là. Donc, il y a quelques mots au moins à cerner. Je ne les ferai pas tous, là, évidemment, mais quelques mots importants pour mieux se comprendre, puis pour vous, pour mieux entamer le cours. Commençons peut-être par le mot le plus important de ce cours, c'est le mot éthique. C'est le grand concept du cours. Alors, on va parler de plusieurs choses, mais gardez en tête qu'il n'y a qu'un seul vrai grand terme qui sera exploré dans ce cours, c'est le terme éthique. Hein, éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? Puis comment discuter de morale, d'éthique? C'est quoi les principaux termes dont on a besoin pour aller un peu plus loin en cette matière? Donc, pour vous, c'est important de vous familiariser avec ces termes du vocabulaire, je le disais un peu plus tôt, et de la philosophie morale. C'est un peu ça, notre champ. Des mots qu'on va utiliser pendant la session. Puis pour parler d'éthique, vous aurez besoin de ces termes parce que le thème central, je dirais, du cours ou de l'éthique en général, c'est la question du bien et du mal. Je le sais que ça surprend, mais c'est ça qui est au cœur de l'éthique ou de la morale. C'est deux extrêmes, le bien, le mal, mais vous comprendrez, puis je le disais au premier cours, que ce qui m'intéresse davantage, c'est la zone intellectuelle très riche qui existe justement hein, dans le continuum l'espace là, qui sépare ces deux extrêmes entre le bien et le mal, ou par-delà le bien et le mal. Ici, vous avez reconnu évidemment là, cet ouvrage de Nietzsche, souvent enseigné par peut-être trop enseigné d'ailleurs par vos profs de philo au cégep. Je ne sais pas à quel point vous avez connecté avec Nietzsche, mais peut-être avec le prof qui enseignait Nietzsche, mais lire Nietzsche, c'est quelque chose. Je vous invite à tenter ça. C'est toute une aventure. On parlait d'éthique et qui dit éthique dit morale. Hein, un autre mot que vous utilisez peut-être souvent dans votre quotidien, mais vous allez voir que la définition de ce qu'on donne d'éthique et de morale, c'est plus nuancé. Vous allez voir dans le cours, on part de l'idée que c'est deux concepts qui sont presque des synonymes. Hein, quand on tente d'explorer d'où ça vient, le mot éthique, le mot moral, ils ont à peu près le même âge. Puis les deux, il y en a un qui vient du grec, l'autre vient du latin, là, mais les deux désignent à peu près la même chose. C'est l'idée que par rapport à cette question du bien et du mal, on a pris des habitudes de décision. Hein? On prend des décisions, on tranche qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On s'engage dans cette voie, puis on prend l'habitude de prendre un type de décision lorsque la question du bien et du mal s'impose. Puis cette force-là, les décisions cumulées, on appelle ça l'éthos, hein? L'habitude. Éthique aussi, il y a ce concept-là. Là. Tranquillement, il y a une habitude qui se prend, c'est plusieurs décisions cumulées qui constituent ce que vous êtes, puis qui nous permettent de prédire ce que vous serez. Puis ça, c'est l'éthos. On peut le voir d'un point de vue individuel, mais aussi collectif. Éthique. Donc, c'est ça. C'est qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la bonne décision dans ce contexte? C'est quoi la mauvaise? On parle du bien, on parle du mal. Et évidemment, pour vous, c'est pas la première fois que vous posez ce genre de questions. C'est vieux comme
Mais comme vous, sinon c'est encore plus vieux. C'est vieux comme je dirais l'histoire de l'homme et de son langage, parce que ça fait longtemps qu'on réfléchit à ces concepts. Et dans ce module 2, ben, ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qu'on a systématisé, de quelle façon on a colligé le contenu intellectuel, là, où à chaque fois que dans l'histoire de la philosophie, on s'est posé cette question-là, le bien, le mal, comment on articule ça, qu'est-ce qu'on a à dire. Somme toute, là, quand on regarde l'histoire de la philosophie, il y a trois grands courants, il y en a d'autres, là, mais je dirais les trois principaux courants en philosophie morale sont toujours les mêmes. On va les aborder en classe. Je vais me permettre de vous les décrire ici aussi. Ça va vous permettre de mieux les assimiler. Parce qu'il y a il y a trois façons, je dirais, d'argumenter. Lorsqu'on se pose la question du bien et du mal, il y a trois façons d'argumenter. On dira d'un argumentaire qu'il est soit conséquentialiste, déontologique, ou qu'il relève ou qu'il est inspiré de l'éthique de la vertu. Donc ça, c'est trois grands mouvements. On va les voir dans le cours. Puis, je vais les répéter. Conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Puis, je vais vous donner plusieurs exemples en classe. Je vais vous expliquer ce qu'est le déontologisme, l'éthique de la vertu. Mais, et le conséquentialisme. Mais puisque vous m'écoutez d'une autre manière dans ce podcast, j'ai pensé vous les réexpliquer ici, en évitant peut-être les exemples que j'ai donnés en classe. Pour vous, sous forme de podcast, étant donné que là, on est seulement tous les deux, je pense que j'aimerais prendre avec vous l'exemple de la gestion de la COVID. Désolé de vous imposer ça, là, je sais que replonger ça dans déjà ce mot-là, là, on est tout un peu post-traumatique. Mais néanmoins, là, il y a déjà quelques années qui sont passées depuis, là, puis on a peut-être, je vous le souhaite, la distance critique et la paix de l'esprit suffisant pour replonger un peu dans tout ça, puis essayer d'analyser tout ça et de tirer des leçons, tiens, voilà, de tout ça. J'hésite, je m'enfarge un peu dans mon explication parce que je sens que j'ai un petit mal de gorge. C'est peut-être parce que je parle de la COVID, là, mais là, on est lundi. J'espère que ça va tenir jusqu'à demain après le cours. On parlait de quoi? On parlait d'éthique. On parle de la bonne décision. On parle, l'exemple que j'ai choisi pour vous, c'est la gestion de la COVID. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, chaque jour, vous tentiez de prendre la bonne décision. Puis, c'est intéressant de replonger dans vos arguments de l'époque. Hein. Comment tentiez-vous de justifier vos gestes? Vous preniez chaque jour la décision que vous pensiez être la meilleure et quels étaient vos arguments ou quels étaient les arguments qui, autour de vous, vous convainquaient davantage parce que l'exercice que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer de reconnaître à travers ces arguments-là les trois courants dont je vous parlais, donc conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Si on prend l'exemple de la vaccination obligatoire, rappelez-vous à l'époque, parmi les arguments, certains ont peut-être tenté de vous convaincre, du moins ils m'ont convaincu, que la vaccination était un mal nécessaire. Donc, il fallait faire ce qu'on appelait à l'époque un effort vaccinal. Puis, il fallait même le faire sous peine de nous priver d'accès à certains lieux, rappelez-vous, aéroports, cinéma, centres sportifs, peut-être que ça vous rappelle des douloureux souvenirs, mais néanmoins. Et pourquoi on faisait ça? Pour la santé publique. Pourquoi on faisait ça? Pour, je dirais, s'assurer, là ici je vais reprendre une expression typique là, du courant conséquentialisme, c'est pour nous assurer du plus grand bien pour le plus grand nombre. Hein, le plus grand bien pour le plus grand nombre. L'esprit de cet argument-là, là, c'est un argument typique qui s'inscrit dans l'esprit, ce qu'on appelle de l'utilitarisme. Là. On se questionne sur l'utilité de la décision, c'est-à-dire on s'intéresse à la balance des conséquences positives, négatives et surtout
au plus grand bien, au plus grand nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de parties impliquées possibles. Et donc, lorsqu'on s'inscrit dans l'esprit du conséquentialisme, le bien et le mal. Le bien, c'est quoi? La bonne décision, c'est quoi? C'est celle qui fera le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et si vous êtes capable de formuler un argumentaire qui ressemble à ça, c'est un argument qu'on qualifiera de conséquentialiste. Un autre mode d'argument, c'est le déontologisme. Si on reprend notre exemple de la vaccination obligatoire à l'époque, les contre-arguments, rappelez-vous, ça ressemblait à OK, la vaccination, mais en même temps, n'oublions pas le droit à la liberté, le droit de choisir, le droit à la dignité de la personne, le droit de prendre ses propres décisions, le droit, quoi d'autre? Le droit de choisir librement ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour celles et ceux qui m'entourent, le droit d'accès à des services publics sans être vacciné. Donc, vaccination obligatoire, oui, mais on a quand même des droits, là. Donc, cette façon-là d'argumenter, cette façon de contre-argumenter en évoquant des principes qui sont inviolables, donc des lois, des normes, des codes, des règles à respecter, et en ajoutant peut-être, et là ici ça va vous sonner des cloches, peu importe les conséquences. Vous voyez que ça rebondit sur le premier. Peu importe les conséquences. Le premier tient compte des conséquences et le second lui répond en disant peu importe les conséquences, on a des droits, il y a des règles, il y a des principes, il y a des valeurs qui sont là. Puis si vous argumentez dans cet esprit-là, c'est un argument de type déontologiste. Donc, il n'y a pas seulement le code de déontologie professionnelle. Là. Toute forme d'argumentation là, qui prend cette voie-là. Là. Peu importe les conséquences, il y a des devoirs, il y a des règles. Nous devons nous conformer aux règles, aux lois, aux normes que nous sommes nous-mêmes imposées. Si vous faites ça, si vous empruntez cette voie, c'est la voie déontologique. Et vous avez remarqué que c'est un type d'argumentaire qui répond exactement au conséquentialisme. Conséquentialisme et déontologisme, c'était nos deux premiers. Un autre mode d'argument qu'on va explorer dans ce module 2, c'est l'éthique de la vertu. C'est peut-être le plus compliqué parce qu'on ne s'attaque pas seulement à la qualité de la décision, mais à la qualité de la personne qui prend la décision. Puis le but, c'est pas de prendre une bonne décision, c'est de viser le bonheur. Et ça, on est dans des concepts qui sont à la fois extrêmement vieux, mais en même temps qui restent modernes. Si vous prenez n'importe quel petit discours de psychopop et de morale à deux sous, c'est sûr que le bonheur occupe beaucoup de place, mais il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire. Et dans les médias à l'époque, rappelez-vous, toujours dans notre gestion de la COVID, un argumentaire qui puisait un peu dans l'éthique de la vertu, ça ressemblait à lorsqu'on vous disait dans un discours, il y a telle décision et pourquoi vous devez faire ce genre de geste, pourquoi vous devez vous faire vacciner, parce que c'est la décision la plus sage, la plus prudente. Soyez patient, soyez courageux, soyez honnête. Ou faites, ça aussi c'est une autre façon d'argumenter dans l'esprit de l'éthique de la vertu, agissez comme agissent à l'époque, c'était nos trois ténors de la santé. Là, rappelez-vous, il y en avait trois à la même table. Agissez comme nous, nous qui incarnons ces valeurs-là de prudence, justement, de patience, d'honnêteté. Agissez quoi d'autre? Dans la morale commune, on vous dira agis comme ta mère, comme ton père, agis comme tel héros, votre héros moral préféré. Ça pourrait être un discours religieux aussi. Là. Agis comme tel héros moral dans ton livre biblique ou la Torah ou quoi d'autre. Donc, agissez comme ce personnage, votre héros moral préféré. Et si
vous argumentez de cette façon-là et vous vous inscrivez dans l'éthique de la vertu. Agissez de la façon, avec de la même manière, comme cette personne qui incarne vos valeurs les plus profondes. Puis lorsqu'on parle d'éthique de la vertu, c'est souvent les mêmes valeurs, là. On les appelle les valeurs cardinales. Il y en a 4, là, mais il y a plusieurs déclinaisons autour de ces valeurs-là, mais typiquement, c'est le courage, la sagesse, et donc la connaissance, donc la tempérance. Donc le courage, la sagesse, la tempérance, la justice, la prudence, une autre façon de le voir. L'éthique de la vertu. J'en dirai peut-être davantage demain pendant le cours, mais l'idée, j'essaie de la résumer aussi dans ce podcast, puis ça fait mal de résumer autant en quelques minutes, là, mais je dirais que la décision, lorsqu'on tente de justifier notre comportement ou d'essayer d'influencer le comportement moral d'une personne, lorsqu'on s'inscrit dans l'éthique de la vertu, on va tenter de convaincre une personne d'agir, soit en respectant les 4 valeurs cardinales là, que je vous ai données un peu plus tôt, donc courage, sagesse, tempérance et justice, ou on va vous dire agis comme agirait une personne ou un personnage qui incarne ces valeurs. Et si vous faites ça, vous vous retrouvez bien inscrit dans le mouvement qu'est le 3e mouvement, qu'est l'éthique de la vertu. 3 mouvements donc. Et vous allez le voir là, si vous êtes un peu attentif autour de vous. Peu importe le débat éthique, là, vous allez retrouver ces 3 mouvements. Chaque débat moral, que ce soit sur les réseaux sociaux, là, dès que ça se met un peu à ruer dans les brancards, puis les points d'exclamation se mettent à s'enthousiasmer dans les commentaires de n'importe quel débat, en fait, là, vous allez voir que les 3, en fait, des fois c'est des insultes, là, mais lorsqu'on tente d'argumenter, typiquement, on va verser vers ces 3 grands types d'arguments. Un argument conséquentialiste, déontologique ou qui s'inscrit dans l'éthique de la vertu. Et dans ce module 2, vous allez voir, je vais vous donner d'autres exemples en classe, mais on ne va pas réinventer la roue. C'est un chapitre, un module d'introduction à l'éthique. Alors, on va vous donner des mots pour vous familiariser avec ça. Je vais, comme dans n'importe quel cours de philo morale, peu importe le cours de philo morale, je dirais que vous allez suivre dans votre vie, on commence par ces 3 modes d'argumentaire. Puis pourquoi? Mais parce que ça résume beaucoup de la philo morale. Tous les dialogues ou les exemples de débats, je le disais un peu plus tôt, pas juste cette année sur vos réseaux sociaux, mais depuis des centaines d'années, lorsque la question du bien, du mal est invoquée, que ce soit votre tante, votre grand-mère ou un des philosophes les plus réputés, lorsque ces personnes-là se prononcent sur la morale, on emprunte ces 3 voies. Demain, au module 2, donc au cours 2, demain, c'est toujours au Deconinck 1153, ce sera à 12h30. Lorsque vous allez nous rejoindre, on va illustrer ces 3 mouvements. L'exemple que j'ai prévu en classe ou l'étude de cas, ça aussi, c'est typique d'un cours de philosophie morale. En fait, typiquement, on commence souvent ce genre de cours-là, puis je le fais aussi avec l'exemple du tramway. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler le trolley problem. C'est comme ça qu'on le nomme en anglais, le trolley, comme d'un tramway. Connaissez-vous le tramway? Ça fait débat. Ça fait débat à Québec. Mais voilà, le dilemme du tramway, c'est un exemple, une expérience de pensée classique en philosophie morale où vous avez sûrement déjà vu cette expérience-là. Il y a un tramway qui se rapproche d'un croisement de rails. Puis, donc, il y a 2 rails. Là. Puis là, il faut choisir. Soit on laisse aller tout droit dans la voie, appelons-la la voie 1. Puis si on laisse aller tout droit, il y a 5 morts. Des gens couchés sur le rail. Allez m'expliquer pourquoi. Ou on fait dévier vers la voie 2. Puis à ce moment-là, il y a 1 mort. Puis là, on discute. C'est quoi la bonne décision à prendre? Puis à partir de ces argumentaires-là, vous allez voir, on va reconnaître nos 3 mouvements, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Mais pour pimper tout ça, là, pour redonner peut-être une saveur un peu plus moderne et actuelle,
Demain en classe, on va parler un peu d'intelligence artificielle. Au lieu de prendre un tramway, on va prendre des automobiles autonomes parce que c'est des questions qu'on se pose de plus en plus, là, comment programmer ces automobiles intelligentes. Puis il y en a plusieurs qui proposent de nouvelles expériences de pensée. Quoi faire si une automobile intelligente arrive face à un dilemme éthique? Évidemment, c'est peut-être pas comme ça là, que ça va se poser dans la réalité, mais néanmoins, l'expérience de pensée, elle est intéressante. Et cette équipe du MIT vous propose plusieurs dilemmes éthiques inspirés là, de scénarios impliquant des voitures autonomes, puis là, on tente de décider, est-ce qu'on laisse l'auto aller tout droit, puis à ce moment-là, il y a 5 morts, ou on la fait dévier, puis à ce moment-là, il y a un mort, mais il y a toutes sortes de variations autour de ce genre de dilemme-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à poser ce genre de questions-là à celles et ceux qui fréquentent le site du MIT, on voit que ce qui est le plus intéressant, je dirais, c'est pas autant pour programmer les futurs automobiles que pour voir quels sont les critères ou les facteurs qui peuvent influencer votre prise de décision. Si on met 5 personnes âgées puis un enfant sur l'autre, ça va influencer évidemment la décision. Si on en met 3, 2, si on met un chien sur une rail. Donc, tout ça, c'est intéressant. Ça nous permet de voir d'un point de vue très sociologique là, comment nous avons, c'est quoi qui peut influencer, c'est quoi les critères qui influencent notre prise de décision dans une décision qui peut sembler très conséquentialiste là, au premier abord. En classe, demain, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va explorer ces dilemmes-là. Puis, si vous venez demain, puis je vous invite à y être, vous allez voir ce que vos collègues pensent de tout ça, puis comment vous et vos collègues, ben, vous puisez, sans même vous en rendre compte, dans des arguments de type conséquentialiste, déontologique et inspiré de l'éthique de la vertu. Dans le cours aussi, cette semaine, je vais tenter de puiser, vous donner d'autres exemples, puiser pas dans la gestion de la COVID, mais dans la culture geek et populaire. Donc, les séries de télé, vos séries de TV préférées, vos BD préférées peut-être. On va plonger dans l'univers de Marvel, de DC, de quoi d'autre, Star Wars, Harry Potter, puis on va tenter de voir ces beaux personnages que vous aimez tant lorsqu'ils ont une tendance à prendre une décision éthique. Dans quelle voie versent-ils? Est-ce qu'ils puisent dans des arguments qui sont conséquentialistes, déontologiques ou éthiques de la vertu? Vous allez voir des exemples, il y en a, il y en a un tas, un tas dans la culture populaire. C'est intéressant de puiser. Je donne des exemples en classe, mais dès que vous allez faire l'effort vous-même de trouver ce genre d'exemple, vous allez en trouver des tonnes et des tonnes dans votre propre culture. La décision d'Iron Man, est-ce qu'elle est conséquentialiste? Le choix-peau d'Harry Potter, est-ce qu'il incarne l'éthique de la vertu? Parce qu'une fois qu'on comprend les concepts, on le reconnaît maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Mandalorian, tiens, le code de Mandalore, est-ce que ça s'inscrit dans l'esprit du déontologisme? Ben, vous verrez. Puis on va s'amuser un peu avec ça. Mais en même temps, c'est sérieux. Ça vous permettra surtout de tisser des liens entre le contenu de cours et votre propre culture. Puis ça, je le dirai jamais assez là, en classe, de tisser ces liens-là. Hein, intelligence, là, c'est ça. Intelligere, là, c'est tisser des liens entre ce qui est à l'extérieur et votre propre tête. Puis c'est ce qu'on tente de faire. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a déjà une culture qui est là, une culture cinématographique de BD, vous avez trop vu de films de Marvel, mais justement, tisser des liens entre ce qui existe déjà en vous, puis d'autres fragments de la culture. Là, ici, on est dans de la culture philo-morale, mais le but, c'est de tisser des liens entre des concepts que vous connaissez bien, des histoires que vous maîtrisez bien et quelques nouveaux concepts pour vous permettre de bien les intégrer. Dans le cours, on va explorer ça, on va puiser dans tout ce qui vous intéresse. Là. On n'aura pas le temps de donner 1000 exemples non plus en classe, là, mais je sais pas, j'ai vu récemment Oppenheimer, Barbie. Avez-vous ça, là? Avez-vous vu ça, vous, Oppenheimer et Barbie? Allez voir ça. Si c'est pas vu encore, puis je dirais même Barbie avant Oppenheimer, qui
Oppenheimer, vous allez avoir moins de surprises, je dirais, que Barbie, qui est curieusement un film beaucoup moins bonbon que vous le pensez, qui est assez profond, qui a une réflexion morale et éthique, sans essayer de vous rentrer ça à crowbar, là. C'est très subtil et surtout très amusant. Tiens, voilà, je me transforme en critique. On va puiser dans d'autres exemples en classe. N'importe quoi, vos séries télé préférées, Harry Potter, j'en ai parlé, DC Comics, tiens, si vous préférez DC. Le but, c'est de définir, c'est quoi votre culture, mais surtout, quelles sont les décisions morales importantes prises par vos personnages préférés, quelles sont leurs raisons d'agir, quels sont leurs arguments pour prendre ces décisions et comment définissent-ils le bien à partir de ces décisions-là. Puis, lorsqu'on se met à articuler tout ça, on plonge dans la philosophie morale, mais on a parti d'un endroit où on se sentait beaucoup plus à l'aise, puis qu'on aimait davantage, c'est-à-dire notre propre culture geek et populaire. D'ailleurs, j'ai ouvert un forum juste pour ça, là. S'il y a des exemples qui ne sont pas cités en classe ou pendant que vous allez m'entendre parler en classe, si vous avez un exemple en tête puis que vous avez envie de me le crier, mais vous n'avez pas le micro, gardez-le en tête et vous irez le partager sur les forums de discussion, là, des liens entre déontologie, donc déontologique, conséquentialisme, un argument déontologique, conséquentialiste et qui est inspiré de l'éthique de la vertu, mais dans votre propre culture cinématographique populaire, votre culture littéraire. On a tous plein de personnages, nos personnages préférés. Puis, chacun de ces personnages ont pris des décisions morales, on s'en souvient. Peut-être même en ce moment, vous dire, oui, moi, une décision importante prise par mon personnage préféré, c'est telle décision, puis son argumentaire principal, c'était tel argument. Puis là, il faut juste faire le pas supplémentaire en vous demandant, cet argument, est-ce que c'est un argument conséquentialiste, déontologique, ou qui relève de l'éthique de la vertu et pourquoi? Puis, tranquillement, tisser des liens entre ces trois nouveaux concepts et votre culture préférée. Faites-le tout de suite après ce podcast ou demain, là, après avoir assisté au cours en classe. Allez nous donner vos exemples préférés sur les forums de discussion du module 2. Et lorsque vous aurez fait cet exercice de tisser des liens là, entre votre propre culture puis les thèmes du cours, vous allez voir que malheureusement, vous ne pourrez plus désapprendre. C'est-à-dire que là, vous allez faire comme moi. Vous allez aller au cinéma, puis en sortant, vous allez vous dire, ou vous allez dire autour de vos proches, là, tu sais, la décision de Thanos, ça relève du déontologisme, et voici pourquoi, ou Hermione Granger s'inscrit plutôt dans le courant déontologiste parce qu'elle a tendance à se conformer aux règles, aux valeurs, et pauvre de vous. Pauvre de vous, parce que je vous aurais transformé en monstre de philosophie morale. Ça sera incroyable. Puis là, vous m'en voudrez parce que ça vous donne des mots de tête lorsque vous sortez d'un film ou d'une lecture forte, enthousiasmante. Et d'ailleurs, je me permets de mentionner que pour les plus concrets d'entre vous, là, je sais que là, j'ai fait une incursion dans la culture geek, là, mais pour les plus concrets d'entre vous, j'ai aussi ouvert quelques forums sur la gestion de la pandémie, de la COVID. Si vous avez des exemples de type décision politique, décision sociale, mouvement social, n'hésitez pas. Il y a je le disais encore un peu plus tôt, là, pour n'importe quelle question, n'importe quel débat moral, il y a toujours ce genre d'argumentaire ces trois types d'arguments là, qui sont invoqués dans les médias. Choisissez votre débat social préféré, que ce soit du végétarisme au débat sur la violence dans les jeux vidéo, quoi d'autre? C'est quoi les gros débats? Le tramway, pour ou contre le tramway, pour ou contre le troisième lien, pour ou contre l'emploi de tel joueur dans le troisième trio du Canadien. Peu importe le débat, là, je vous le dis, vous allez voir des arguments qui puisent dans les trois mouvements. Je me permets de les répéter une dernière fois. Conséquentialisme, déontologisme et éthique
de la vertu. OK, quoi d'autre? Regardons peut-être ensemble votre feuille de route pour le module 2 cette semaine. C'est le début de la session, puis c'est important que vous compreniez le fonctionnement du cours. Il y en a quelques-uns là, qui sont encore en train de se démêler. Comment je fais pour écouter l'enregistrement de cours, puis Zoom, je suis pas capable de me loguer. Puis donc là, je suis en train de gérer des courriels qui ressemblent à ça ce temps-ci, là, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais éventuellement, là, il va falloir prendre le rythme. Puis, pour vous, on est au module 2. Puis, je vous l'avais dit, à chaque semaine, je vais faire avec vous. Je vais ouvrir le module 2. Puis, je vais faire avec vous. On va aller dans le premier onglet général qui vous donne habituellement le sommaire des objectifs du module. Mais surtout, pour vous, c'est l'onglet contenu qui vous intéressera parce que vous avez toutes les tâches à faire. Hein? Donc, vous l'avez vu là en haut de la page sur l'ENA, là, il y a 2 onglets. Il y en a un qui c'est écrit général, puis l'autre c'est écrit contenu. Puis pour vous, le contenu, il est dans l'onglet contenu. Mais je vous rappellerai, en passant, je vais vous la faire, cette remarque-là. Là. Dans l'onglet général, vous avez les objectifs de module. Puis même si, éventuellement, vous allez être au module 10, puis vous allez sauter rapidement dans le contenu, mais n'oubliez pas ces objectifs généraux parce que vous devez y faire attention parce que ce sont mes objectifs de module. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais vous poser une question, disons dans un examen, pour le dire clairement, je sais pour vous, là, c'est un peu loin l'examen final, là, mais je vais quand même vous confier un grand secret. Là. À la fin de mon cours, dans l'examen final, l'examen va cibler les objectifs de module. Ben oui, c'est à ça que ça sert des objectifs de module. J'ai 12 modules, il y a à peu près 3-4 objectifs par module, puis à la fin, quand je vais faire mon examen, je vais prendre un objectif par module ou 2, puis je vais concevoir mon examen pour vérifier si mes étudiants et étudiantes ont atteint ces objectifs de module. Hein? C'est simple, non? Faire de la pédagogie universitaire, là, c'est ça. On annonce des objectifs, on vous forme, puis à la fin, on vérifie si vous avez atteint ces objectifs. Puis ça, c'est la façon simple et honnête de faire un examen. C'est sûr que je pourrais me servir du fait que vous ne lisez pas les objectifs pour vous poser des questions qui ne ciblent pas les objectifs, mais ce ne serait pas honnête. Donc, moi, je préfère pas vous donner les questions à l'avance, mais vous donner les objectifs à atteindre. Puis vous, il s'agit juste de déduire plutôt, c'est quoi la question que le prof pourrait me poser pour vérifier si j'ai atteint les objectifs de module. Hein? Simple, mais honnête. Fermeture de la parenthèse et fermeture du fin du secret. Ce que je vous disais, c'est regardez votre feuille de route. Donc, dans la section contenu, il y a une feuille de route. C'est votre liste de tâches à faire, c'est la marche à suivre. C'est votre... si vous aimez les petites boîtes, là, vous pouvez faire des boîtes à côté. Moi, j'ai mis des numéros, mais vous pouvez faire des boîtes puis mettre des crochets parce que c'est ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs de module. Et cette semaine, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écouter le podcast. C'est fait. Bravo. 2 podcasts de suite. Écoutez, vous allez avoir A+, c'est sûr, dans ce cours. Là, vous êtes sur une belle lancée. On continue. Deuxième tâche à faire cette semaine, venir en classe. Donc, demain, de connaître 1153, ou vous vous branchez sur Zoom, puis vous venez nous rejoindre à 12h30, vous suivez ça à distance, ou vous réécoutez l'enregistrement de cours. Puis en classe, vous allez voir demain, je l'ai annoncé un peu, là, je vais vous expliquer les principales notions et le vocabulaire, déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu, on va y revenir, mais il y a d'autres termes, morale, éthique, je vais en dire un peu plus, le terme professionnalisme aussi, on va le voir davantage. Puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi demain? Je le dis un peu plus tôt, on va avoir une belle discussion sur le cas fictif là, des automobiles intelligentes pour explorer les trois courants en philosophie morale. J'ai d'ailleurs une présentation prédit. Je vais m'en servir en classe, là, mais si jamais vous n'êtes pas en classe ou ça ne vous tente pas de passer à travers tout l'enregistrement de cours ou sûrement pour de mauvaises raisons, là, mais néanmoins,
La présentation prédit dont je me sers en classe, elle est là, elle est autonome. Donc, si jamais vous voulez la reconsulter plus tard, sans réécouter tout le cours, la présentation prédit, là, j'ai mis une trame audio où je parle dans ce même micro, mais sur la présentation prédit en question. Puis j'ai mis l'hyperlien pour avoir accès à cette présentation prédit. Je l'ai mis aussi dans cette marche à suivre. On est toujours dans la liste de tâches que vous devez faire. Troisième tâche, lire. Ben oui, vous devez lire. Mais encore une fois, lorsque je vous dis lire, des fois je dis lecture sommaire, ça veut dire on lit, mais on lit vite, puis on essaie d'assimiler ce qu'on peut. Mais là, c'est une lecture attentive. Hein? C'est pas une lecture où vous devez prendre des notes ou essayer de surligner puis de vous faire une feuille de notes pour apprendre des choses par cœur. Là. Mais c'est une lecture attentive, c'est-à-dire qu'il y a des termes et des thèmes qui vont être abordés dans cette lecture qui seront réabordés en classe. Donc, pour mieux les comprendre, les enrichir, vous avez besoin de ce chapitre 3 de l'ouvrage de Georges Legault. Je rappelle, l'ouvrage en question s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Et le chapitre 3, le titre, c'est le professionnalisme. Donc, je vous l'ai dit, là, dans les termes qui vont être abordés, le terme professionnalisme, il est important dans ce cours. Ça s'appelle éthique et professionnalisme. Et le chapitre 3 est une belle façon pour vous d'approfondir qu'est-ce qu'on veut dire ici au Québec par le terme professionnalisme. Et ça, vous allez le trouver dans la lecture du chapitre 3 de l'ouvrage de Legault, un ouvrage gratuit. Il est là. Vous avez juste à cliquer sur votre site de cours. Pas besoin de payer pour cet ouvrage-là. Une autre lecture cette semaine, et là ici, c'est une lecture sommaire. Lecture sommaire, encore une fois, on lit en diagonale, on essaie de lire ce qui nous intéresse, mais je dirais que c'est plus pour votre propre culture personnelle, approfondir des thèmes qui sont abordés aussi en classe. Le texte cette semaine, c'est un texte des cahiers spéciaux du devoir. Là. Le devoir fait parfois des cahiers spéciaux, et là, c'est un cahier spécial sur les professions. C'était dans le cadre de la semaine des professionnels. Je pense que le texte, évidemment, quelques années, là, mais c'était la première fois qu'on consacrait un cahier spécial aux professionnels, au système professionnel. C'est intéressant de lire les textes. Essayez au moins de lire les textes là, qui ciblent exactement votre future profession ou une profession qui s'y apparente. Ici, je pense aux informaticiens qui ne sont pas mentionnés dans ce cahier-là, là, mais il y a sûrement des professions qui peuvent vous intéresser. Et ensuite, on est rendu à tâche 4 ou 5, là, j'ai perdu le compte. Allez compléter votre questionnaire. Un questionnaire d'auto-évaluation, c'est le questionnaire du module 2, où je vous poserai des questions. Là aussi, ça ressemble à des questions d'examen, mais des questions à choix de réponse, ou des questions d'association, et des questions qui se corrigent plus vite pour moi, très certainement. Et je vous ai préparé un questionnaire là, pour bien distinguer conséquentialisme et déontologisme. Et quoi d'autre? Allez participer au forum. Chaque module, je vais vous demander d'aller participer ou d'aller répondre aux questions du module en question que j'ai posé sur les forums. Puis, quoi d'autre? Dernière tâche, peut-être, mettre ou constituer, faire vos derniers pas là, pour constituer vos équipes pour les travaux pratiques, parce que ça aussi, ça s'en vient, les travaux pratiques. Compléter, former votre équipe rapidement, puis sauter dans vos premiers pas concernant ces travaux pratiques. Et si vous faites tout ça, vous allez avoir atteint les objectifs du module 2. Et rappelons les objectifs, du module 2. Puis là, dites-vous, là, c'est quoi la question qui pourrait me poser à l'examen final concernant ces objectifs-là? Et les objectifs, dans ce module 2, distinguer le professionnel tel que promu au sein du système professionnel, des multiples sens et usages du terme professionnel et professionnalisme. Donc ça, c'est le premier objectif. On l'utilise, ce mot-là, professionnel, professionnalisme, mais quel est le sens promu par vos ordres professionnels ou par le système professionnel? Parce qu'on donne une définition un peu plus précise ou on a une conception beaucoup plus ciblée de ce qu'on veut dire par professionnel. Hein? Donc, distinguer les utilisations plus communes des utilisations plus spécifiques au cœur du système professionnel. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif,
quelles questions il pourrait me poser à mon examen. Deuxième objectif, définir et distinguer le terme moral, le terme éthique, le terme droit, le terme déontologisme ou déontologie et éthique de la vertu. Et là, je vous nomme ces mots-là, puis à la fin du module, à la fin de votre étude, vous devrez vous dire, est-ce que je suis capable de les définir? Est-ce que je suis capable de les distinguer l'un de l'autre? Si oui, vous avez atteint ces objectifs. Et dernier objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Et si vous avez bien écouté le podcast, vous avez presque atteint cet objectif, donc ce troisième objectif de ce module 2. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout. Hein, j'ai prévu un autre épisode du podcast cette semaine. Ben oui, ça en fait 2. Et pourquoi 2 cette semaine? Puis je vais publier ce deuxième épisode d'ici vendredi. C'est vous parler des différentes évaluations du cours éthique et professionnalisme. Je vais les mentionner brièvement en classe, mais je veux m'assurer qu'au moins là, vous ayez une opportunité, que ce soit en lisant votre plan de cours, en étant en classe, en ayant mes explications ou en écoutant le podcast de vendredi, de savoir quelles sont les évaluations dans ce cours, puis comment vous préparer. Puis dans le podcast de ce vendredi, je vais parler de toutes les évaluations du cours, mais je vais surtout me concentrer sur le TP1. Donc, si vous vous demandez, moi, mon équipe est prête, je suis prêt à sauter dans le TP1, qu'est-ce que je dois faire? Ben, le podcast de vendredi est exactement pour vous, là, en plein milieu du podcast. Et pendant de longues minutes, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour votre TP1. Sinon, c'est tout. Merci encore pour votre écoute des podcasts. Plusieurs m'ont déjà fourni des preuves de leur écoute des podcasts. Puis, je vois les téléchargements, les statistiques, on voit ça maintenant avec les hébergeurs. C'est le fun de voir que plusieurs, comme vous, ont choisi cette fois-là. Puis, j'ai vu aussi que certains... Il est disponible aussi le podcast via YouTube. Donc, si jamais vous voulez l'écouter de cette façon-là, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a même des sous-titres. Je sais que des fois, je parle vite. Il y en a qui ne sont pas habitués à l'accent québécois non plus. Donc, allez l'écouter avec les sous-titres. Même pour ceux qui maîtrisent très bien la langue, d'ailleurs, plusieurs études qui démontrent qu'avoir les sous-titres, ça aide à comprendre. Donc, allez écouter ça de la manière. Merci de l'écouter à votre façon et de votre lieu préféré. Prenez soin de vous. Bonne semaine. C'est la rentrée. Prenez un peu soin de vous, de temps pour passer de bons moments avec vos proches, avec vos amis. Et on se revoit ici même la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, et je vous rappelle que dans ces podcasts, j'insère un indice. C'est la dernière fois que je vais le dire, là, mais c'est juste qu'au début, il y en a qui n'ont pas écouté l'épisode 1. Chaque semaine, dans chaque podcast, je vais vous donner un indice. Puis, vous allez prendre en note cet indice. Puis, vous m'écrivez un courriel en me donnant cet indice. Et moi, ça me permet de savoir qui a écouté le podcast en question, puisqu'il est capable de me transmettre l'indice en question. Je suis certain que vous avez compris le concept. L'indice cette semaine, le Choixpeau d'Harry Potter incarne-t-il l'éthique de la vertu? Fin de l'indice. Allez, bye bye.